Nous sommes le 1er mars 2013 à Pondichéry et donc nous sommes avec Monique Gély. Donc, bonjour Monique. Donc vous êtes médecin, vous êtes aussi donc président de deux associations, l'INERP, qui est l'Institut national pour l'étude de la réflexologie et des sciences annexes, et aussi de l'ADIS, qui est donc l'aide au développement en Inde de la santé et de l'éducation. Donc en fait, je me rappelle, donc vous m'avez dit une fois qu'en fait, quand vous aviez, je crois, l'âge de 7 ans à peu près, vous aviez cette intuition ou ce rêve, ou cette, que ce que vous vouliez faire en fait dans la vie, c'est de soigner. Et alors peut-être c'est cette intuition qui vous a poussé à explorer ces soins de manière différente. Donc d'abord avec la médecine, on va dire, moderne, puis vous êtes ouvert à d'autres sortes de médecine. Et puis votre engagement vous a mené au-delà, on va dire, d'être uniquement médecin, vers un travail dans l'humanitaire, en fait, donc aider à soigner, à guérir. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un peu donc, comment s'est déroulé un peu on va dire votre cheminement, à partir de ces premières intuitions, et comment ça a pris forme, et comment peut-être avec les hasards de la vie ou le destin, on ne sait pas comment les choses se sont petit à petit goupillées pour faire un cheminement qui me semble être un très très beau cheminement, et dont une part importante est donc ici à Pondichéry où nous sommes aujourd'hui, puisque ça fait une trentaine d'années, je crois, que vous travaillez déjà ici. C'est toujours très difficile de parler de soi, de parler de son cheminement, mais je vais essayer tout à fait de spontanéité, donc voilà. Je vais dire, voilà, c'est vrai, à l'âge de 7 ans, c'était la guerre, 40. Ce moment assez traumatique, comme tout le monde en guerre. Destin, je n'aime pas la guerre, je n'aime pas l'esprit militaire de la guerre, parce que la guerre pour moi c'était la souffrance, c'était se faire mal, c'était l'autorité, c'était au-delà de la discipline, c'était la guerre, c'est une autorité mal gérée. Et pour moi, tout ça que je faisais, pour moi, à l'âge de cet âge, je disais, je voudrais soigner ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas de quoi se défendre. Et je disais à maman, bon, tu sais que tu me demandes ce que je vais faire plus tard. Je voudrais soigner, mais je voudrais soigner gratuitement. Alors, c'était la guerre, c'est la difficulté à tous les niveaux. On me disait qu'il n'est pas du tout dans la logique normale, tu raisonnes mal. Soit tu te fais prendre en charge, tu ne fais pas ce travail. Soit si tu veux faire ce travail, bien évidemment qu'il faudra que tu vives de quelque chose et être rémunéré, et pas vivre dans ce monde tel qu'il est. Soit tu te prostitues, soit tu travailles, mais tu ne peux pas vivre ce travail. Et le paradoxe actuel, c'est que je me suis aperçue, à plus de 70 ans, qu'en fait, le rêve que j'avais fait quand j'avais 7 ans, j'avais pu le réaliser sans m'en rendre compte, tout à fait petit à petit, et que je soignais effectivement les enfants handicapés physiques et mentaux gratuitement. En fait, le rêve de mes 7 ans, je l'ai réalisé que j'étais arrivée à le faire après 50 ans, à 70 ans, il m'a fallu 20 ans pour réaliser en fait ce rêve. J'avais rêvé ma vie et puis j'ai fait mon rêve en fait, à force de cheminer. Un cheminement un petit peu difficile parce que c'était la guerre, un contexte un peu spécial, et même très spécial. Bon, moi, il tardait d'avoir la paix, que ce soit plus en guerre, je ne comprenais pas pourquoi faire, etc. Et quand ça a été, bon, après mes études secondaires, de choisir, mes parents voulaient que je sois institutrice, je disais non, bon,
soit j'arrête mes études, c'est en troisième, soit si vous voulez que je continue, que je travaille, pour faire un examen quand même. Ben, il faut que je sois la voie de la médecine parce que j'ai l'impression que quand j'aide les personnes, ce n'est plus un travail. C'est un équilibre. Un équilibre à travers moi et une joie. Une joie, même dans certaines souffrances, on a un petit peu de moins pas joie classique, une satisfaction d'être à la place. Alors, le jour où j'en passe, le cheminement de la médecine classique, petit à petit, au bout de 10 ans de médecine classique, j'avais l'impression que je faisais des choses correctes, et qu'il y en avait beaucoup qui frisaient mon non-accord, que j'étais obligée de suivre parce que c'était l'enseignement, parce que l'ordre établi faisait qu'il fallait me donner certains remèdes qui maintenant sont formellement interdits, notamment chez les enfants pour les faire grossir, certaines spécialités qui ont été supprimées parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, mais que les sportifs employaient pour se faire artificiellement des musculations, des choses comme ça. Et j'étais très brouillée. Je m'apercevais petit à petit de ma profession parce qu'en fait, quand on sort avec un diplôme, on nous permet d'apprendre. Il ne faut pas passer. Alors, si on pense que tout est acquis, on n'apprend pas. Et moi, j'ai l'impression que j'avais tout à apprendre et effectivement, j'ai appris petit à petit. J'apprends déjà encore, heureusement. Encore. Voilà, et donc, ce cheminement a fait que j'avais l'impression que je n'étais plus à ma place. Tout à fait par coïncidence, j'ai appris de mes patients qui avaient un problème qui ne passait pas, étaient passés par une certaine méthode où il y a plus de 50 ans, on n'en parlait pas beaucoup, c'était l'acupuncture, et donc j'ai commencé à dire je vais aller voir qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, j'ai jamais entendu parler de ça en faculté, cette personne a été guérie, c'est une méthode qui vient de notre monde, mais je vais aller voir ce que c'est parce que je n'étais pas du tout au courant. Je suis montée sur Paris à ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir une autre vision de l'énergie, donc du monde aussi. Comme si on m'avait ouvert un espace, une fenêtre, un autre horizon. Et à ce moment-là, j'ai toujours cherché à avoir plus loin que l'horizon. Et à essayer de monter de plus en plus des étages du premier au deuxième au troisième, jusqu'à prendre un hélicoptère pour voir un horizon encore plus grand. Voilà. Donc je suis arrivée à faire le diplôme de médecine alternative qui concernait plusieurs disciplines qui se rejoignaient dans l'énergie. Bien sûr l'homéopathie, l'acupuncture, l'énergétique, les massages, l'importance du toucher qui est très peu appris en médecin. Vous savez qu'en médecine chinoise, le toucher, c'est la voix du cœur, donc ça correspondait à mon rêve. C'est à essayer de soulager, même en fin de vie, même l'accompagnement des fins de vie, ce qu'on appelle l'accompagnement des fins de vie. Je crois que toucher, que quelqu'un soulage plus qu'une confusion, je ne sais pas quoi dire. Voilà, comme vous dire de plus aussi. 60 ans de carrière, ça serait un petit peu long. Comment est-ce que ça a été perçu? Donc, est-ce que pour vous, ça allait de soi, par exemple, d'aller explorer maintenant donc, cette nouvelle approche, on va dire, de la santé qui est l'acupuncture? Parce que vous aviez,
rapport à votre formation que vous avez reçu peut-être un peu des blocages au départ. Et l'autre versant, comment est-ce que c'était perçu par rapport à vos collègues ou les gens de votre travail? Est-ce que c'était accepté? Est-ce que c'était compris? Très, très mal, parce que j'avais compris des médecins d'ailleurs, énormément de travail, bien sûr. Et on n'a pas compris que je prenais une autre voie, qui était peut-être une voie un petit peu genre Madame Soleil, genre. Enfin, tout incompréhensible. Bon. Et là, au niveau des collègues, c'est toujours difficile d'être un petit peu différent, ce qu'on appelle la médecine différente, puisque officiellement on l'appelle la médecine alternative. Alternative, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le mot officiel qui est donné par l'Organisation mondiale de la santé, mais au niveau familial, certaines parties de ma famille n'ont pas compris. Et je suis passée pour quelqu'un sûrement de très difficile à comprendre, pratiquement impraticable. Dans la facilité du journalier. Heureusement, j'ai eu la chance d'être épaulée pendant 57 ans par vraiment un ami qui était mon mari et qui m'a beaucoup aidée. Et je pense que ce que j'ai pu faire, c'est grâce à lui aussi. Parce qu'il m'a soutenue et ça m'a aidé. Ça m'a c'est ça. Donc ça, c'est ce peu côté chance que j'ai eu, parce que j'aurais pu... Mon mari est ingénieur mathématique, aussi structuré aussi dans les grandes écoles. On aurait pu dire l'énergie concrétise-moi, etc. Est-ce que si on avait parlé purement mathématiques, à ce moment-là, j'aurais su peut-être plus maintenant, mais au départ, sûrement pas. C'est une chose. Maintenant, actuellement, avec les découvertes et la physique quantique, on va arriver à comprendre davantage cette énergie, la conscience de la maladie, et cela, on va y arriver par la science. On se rejoint un peu tous les deux. Je trouve interpellant dans ce que vous dites, autant au niveau, on va dire, des médecines, que là aussi vous disiez donc votre mari qui était un peu plus, on va dire, intellectuel, pour le dire comme ça, que vous disiez vous, ce qui vous a appelé un peu, c'était cette voix du cœur, d'une certaine manière. Et donc d'une certaine manière, vous étiez dans les deux. Et aussi par rapport à votre médecine, où il y a certaines personnes qui découvrent, on va mettre des guillemets, des médecines alternatives, donc qui abandonnent après la médecine moderne. Donc, voilà, maintenant j'ai trouvé la vraie médecine. Et vous n'avez pas fait ça. Vous avez continué justement sur les deux bords. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez fait un peu un pont vivant, on va dire, entre ces deux approches. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce que vous êtes resté dans les deux? Qu'est-ce que vous apporte l'un? Qu'est-ce que vous apporte l'autre? Quelle est cette symbiose là qui s'est apparemment mise en place dans votre vie? Parce que je pense que pour moi, on ne peut pas monter au 7e étage ni sans escalier, ni sans ascenseur. À moins d'être structure avec des ailes, de n'avoir besoin de c'est qu'il fallait commencer par la base, qui est une base très anatomique, très neuroanatomique, qui existe, qui a été travaillée pendant des siècles, qui a fait faire énormément de progrès au niveau de la chirurgie. Bon, cette base, elle existe toujours. Et puis quand on sait que c'est une énergie beaucoup plus subtile et qui arrive à la concrétisation de la matière n'étant qu'énergie, il faut aussi s'intéresser à la matière. Donc on en a besoin aussi, la chirurgie, il ne faut pas... Ensuite, vous avez certaines personnes qu'on ne peut aborder pour arriver à ce que leur moi guérisseur se mette en marche. Ils vont comprendre une chose, c'est d'abord leur corps. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus terrien, de plus physique, de plus incarné. Pas pouvoir leur parler de l'énergie, des émotions qui peuvent se concrétiser à travers les maladies, et à
travers le corps, directement. La personne, on leur ferait tellement peur que de toute façon, on n'aborderait pas. L'important, c'est pas de faire comprendre, enfin, ou même croire aux autres ce qu'on sait. L'important, c'est qu'eux-mêmes comprennent ce qu'ils sont et ce qu'ils font avec leur corps, et ça, il faut l'aborder. Il faut le comprendre vraiment. Moi-même, je l'ai expérimenté qu'à travers des fractures, qu'à travers... Des fois, la maladie fait comprendre, nous aide pour notre évolution. Et ça, ce domaine-là, médecine, on pourrait passer pour quelqu'un de farfelu, de fantaisiste, voire un peu plus normal. Mais à travers quand même une dizaine d'années, il y a une ouverture. Qui va se faire, qui se fait avec cette nouvelle ère des astrophysiciens. On rentre dans l'ère du Verseau, effectivement il y a une ère de bouleversement, d'agrandissement, mais une ère qui a toujours été, mais avec nos voiles on n'a pas vu. On ne peut pas la voir parce qu'en fait il y avait la peur. En fait, ce qu'on voit, ça rassure. Ce qu'on voit avec l'énergie, et encore plus ce qu'on voit avec le cœur, ça ne rassure pas parce que ça fait peur, parce que c'est la voie, elle est connue, je dirais, non palpable. Mais petit à petit, comme je disais tout à l'heure, c'est par la science qu'on va arriver à la conscience. La science, c'est l'expérimentation. Là, il y a eu des nouvelles découvertes qui viennent d'être faites, avec le dernier prix Nobel, qui parle de cet espace super lumineux et auquel, dans le sommeil paradoxal, on peut arriver à avoir une certaine communication qui n'est pas consciente sur le plan ni intellectuel ni physique, mais qui se passe à travers notre sommeil et qui peut nous donner de réponses au réveil aussi, vraiment. Et ça, c'est la science même qui est en train d'expliquer. Donc, on ne va pas nous dire non, on ne croit pas aux histoires, ce n'est pas scientifique. Quelle est votre expérience par rapport à ce dialogue, donc science et acupuncture? Je crois que la France était peut-être un des pionniers, si je me rappelle bien, de l'acupuncture en Europe. Hein. Il y a je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, mais l'école française d'acupuncture. Plus d'un siècle maintenant, quelque chose comme ça. C'est Soulier de Moran, qui est un ambassadeur, qui a introduit dans les hôpitaux à Paris l'acupuncture en France. Il n'était pas médecin, mais il avait pratiqué là-bas en Chine. Grâce à sa pratique, il a eu une formation de petit noyau de médecins. C'est comme une autre façon de voir, ça veut dire que la leur, elle est toujours là. C'est pour ça qu'on absolument pas nier les études de base. Et quand on rentre dans l'énergie, c'est une autre façon beaucoup plus vaste de penser, de voir, considérant qu'au lieu de couper le corps en petits morceaux, c'est l'inverse, on dit une cellule souffre, tout le corps souffre. Donc c'est une autre conception, si vous voulez, qui a été introduite à travers le taoïsme, notamment, qui est la base notamment de Lao-Tzu et d'autres maîtres, bien sûr, qui ont introduit l'acupuncture tout à fait par hasard, par l'ambassadeur. Alors il y a eu la première école qui s'est formée. Après l'organisation pour l'étude de l'acupuncture en France, c'est une des premières écoles que j'ai fait. Les premières anecdotes qui se sont formées, je me suis intéressée à toutes les écoles qui, chacune, suivant leur cheminement, leur pratique, leur propre vécu, ont apporté toujours ce qu'on sait déjà. Et on sait qu'après même des dizaines d'années d'enseignement, on sait que ce que disent souvent les Chinois, c'est la traduction, parce que c'est la traduction, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu ne sais pas. Ça veut dire qu'on a appris, il faut bien reconnaître qu'on le sait, sinon on n'a pas confiance en soi et on peut travailler, si on n'a pas confiance en ce qu'on fait. Mais aussi on sait qu'on ne sait pas.
Et ça, c'est comme ça aussi que les éternels chercheurs et qu'il faut continuer. Petit apprenti de toute cette vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait aussi un certain dialogue qui se mettait en place entre la science et la médecine moderne et l'acupuncture? Ou est-ce que c'est plutôt donc, dans les écoles d'acupuncture, donc on apprenait cette autre approche, mais qu'il n'y avait pas tellement d'essais de, on va dire, de créer des ponts, de lancer les ponts entre les deux? Quelle est votre impression par rapport à ça? En France, enfin je vais parler de la France puisque je suis française, donc je ne peux pas parler, parce que c'est suivant les pays, la réponse serait différente. Donc je vais vous donner une réponse française. En France, l'acupuncture, depuis quelques années, c'est pas très... C'est assez récent, c'est remboursé comme un acte purement, comme une piqûre intradermale, comme un acte ponctuel. Alors qu'en réalité, l'acupuncture, c'est tout un cheminement de guérison à travers les maladies. Et c'est l'homme vu dans sa globalité et pas morceau par morceau. L'homme n'est pas découpé par morceau. Comme je vous disais tout à l'heure, une cellule souffre, tout le corps souffre. Donc on considère une médecine beaucoup plus globale. Et ça, ce n'est pas ce qui est enseigné encore actuellement en faculté. Vous êtes très spécialisé, si vous êtes gastro, si vous êtes podologue, si vous êtes alors qu'en définitive, tout se tient. Il y a un tien, c'est vraiment très très global. Et ça, la médecine énergétique, doit admettre le global en partant du plus physique, du plus chirurgical, des fois l'application de certains antibiotiques comme leur utilité, leur indication, leur contre-indication, d'autres médicaments chimiques qui sont quand même, qui peuvent éventuellement certainement être utiles, mais on ne peut pas séparer. Il ne faut pas nier une chose, c'est comme si vous disiez, je peux voler, je n'ai pas besoin de gens pour marcher. Arriver, enlever la pesanteur, les astronomes et puis tous ceux qui sont dans la recherche pour aller dans d'autres planètes, d'accord, on enlève la pesanteur, mais elle est quand même là, quoi. Quand même, voilà. On ne peut pas nier, on est incarné dans ce système, un système binaire, ce système binaire, il faut l'accepter dans toute sa création, sinon c'est là qu'il y a la guerre des écoles, et c'est là, c'est terrible, parce qu'au lieu de s'unir et de se dire, bon, moi, je comprends mieux cette médecine d'ensemble, cette médecine globale, du tout, parce qu'effectivement, quand vous souffrez d'un endroit, vous souffrez partout, tout le corps, tout le circuit, en partant du circuit le plus matérialisé, partant de l'os, de constitution, de votre circulation, de votre digestion, de ce qui se passe avec vous et sans vous. En fait, vous dirigez quand même certains phénomènes, mais il y a des moments où, notamment dans le sommeil, votre vie continue, vous monte dans ce coma et vous la dirigez dans une autre dimension. Donc, pas nier, on ne peut pas. Il ne faut pas que ça soit une guerre, il faut que ce soit ceux qui préfèrent vraiment s'occuper que du corps parce qu'il y a une peur. Et si on n'arrive pas à vaincre cette peur, on reste cloisonné. Pour arriver à ouvrir un horizon, c'est immense d'abord. C'est jamais fini, donc ça demande beaucoup de foi, beaucoup d'amour, beaucoup de patience aussi. Je dirais ce qu'on pourrait appeler une vocation vraiment.
Est-ce que c'est cette quête-là, on va dire, d'échange, on va dire, pour un plus grand bien-être, on va dire, de tous, hein, que vous êtes donc engagé un peu dans ces aventures donc associatives, hein, puisque vous auriez pu rester, on va dire, médecin, donc même qui s'ouvre à d'autres manières de pratiquer la médecine, mais en restant, on va dire, plutôt individuel. Hein. Mais vous avez fait beaucoup donc, avec les autres, donc, de manière associative. Donc avec l'INERP d'une part, avec l'Institut national pour l'étude de la réflexologie et des sciences annexes, et aussi avec l'ADIS, donc l'aide au développement en lien de la santé et de l'éducation. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que s'est fait ce passage? Est-ce qu'il s'est fait graduellement ou est-ce qu'à un moment ou à un autre vous vous êtes dit, là, je ne sais pas, il faut élargir, on ne peut pas uniquement rester à pratiquer la médecine, mais guérir ou soigner implique en fait d'avoir un peu une vision plus... Vous parliez de l'hélicoptère tout à l'heure, hein, de quelque chose qui embrasse plus peut-être, un horizon plus vaste. Je pense que c'est parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu et que le peu que ma petite expérience, si vous voulez, de cheminement vers mon idéal, m'a amené sûrement à parler à ceux qui me posaient des questions, puisque on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit et pour pousser encore moins. Ceux qui étaient intéressés par mon cheminement, soit par curiosité, soit pour d'autres raisons, mais personnelles, qui peut-être enviaient quelque part aussi, à travers certains collègues qui faisaient d'autres médecines alternatives, homéopathie, phytothérapie, ostéopathie, tout ça, on a eu des contacts et petit à petit on m'a dit, bon, ben, puisque toi tu avais fait un cours spécialisé en podologie, parce qu'effectivement on s'est aperçu qu'en médecine purement classique, les médecins ne s'intéressaient pas du tout aux pieds, alors que la majorité des gens, c'est rare, les gens qui n'ont pas de problème aux pieds, et en plus on parle du terre à terre, jusque là on marche pas sur la tête, on marche avec ses pieds, avoir de bons pieds c'était... Donc, à travers la podologie, j'ai fait des recherches à travers d'autres réflexologies aussi, au-delà de l'acupuncture, le professeur Nogier qui s'occupe de médecine au niveau de l'oreille, et d'autres personnes. Donc, ça m'a été demandé par certaines personnes, ben, pourquoi tu ne nous enseignerais pas un petit peu quelque chose. J'ai dit oui, mais voilà, bon, alors il s'est trouvé que j'ai fait un voyage à Inde dans un congrès de médecine alternative et que ça m'a mené à connaître Pondichéry, où je suis aujourd'hui, et où j'ai pu faire des expériences médicales qui m'ont permis encore de progresser dans mes questions de recherche. Voilà. Et donc j'ai fait des séminaires, mais ces séminaires, comme j'avais des misères, j'ai dit, bon, puisque je gagne ma vie en tant que professionnelle, ce que je ferai en extra, avec tout à fait un accord entier de mon époux, que j'ai laissé les inscriptions des séminaires à l'association, et grâce à ces inscriptions, petit à petit, on a pu aider l'hôpital. Donc cette association, à part les cotisations et quelques donations, a été alimentée un petit peu par ces séminaires qui 1978. Voilà, c'est tout à fait aussi dommage, j'ai pas prémédité. Et en fait, je me suis aperçue aussi que je rejoignais un petit peu le désir de mes parents qui voulaient quelque chose d'enseignement, alors que je disais non, pas du tout ça, c'est pas du tout ça que je veux soigner, je ne veux pas enseigner. En fait, je suis arrivée un petit peu à faire les deux choses sans les préméditer vraiment intellectuellement. Et alors donc au départ, c'était un peu un hasard peut-être, enfin Pondichéry, c'était pas prévu. Et maintenant, ça fait une bonne trentaine d'années que vous revenez chaque année ici. Alors que vous a appris cette expérience indienne, puisque d'une certaine manière c'est surprenant, parce que la médecine qui vous avait plus interpellé c'était la médecine chinoise en fait, donc vous avez fait même plusieurs écoles d'acupuncture, vous n'êtes pas limité à une seule, et puis finalement au lieu d'aller travailler en Chine, peut-être sur certains projets, vous vous êtes retrouvé en Inde.
Et vous y êtes à nouveau donc retourné, c'était pas quelque chose que vous avez fait pendant 2-3 ans et puis vous avez laissé tomber, mais vous êtes revenu. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça vous a inspiré? L'Inde m'a permis d'abord d'expérimenter encore plus, d'aller encore beaucoup plus loin, notamment avec les enfants handicapés, mentaux, les autistes, des choses comme ça. Tout ça, c'est abordé d'une façon assez cloisonnée chez nous, c'est pas une guerre. Il faut être spécialiste pour faire telle et telle chose. Alors, ceux qui avaient du bien en Inde, c'est ici, mais non. Même avec de grands professeurs, mettons en cardiologie, chirurgie cardiaque, qui sont extrêmement pointus en Inde, mais ils me disent, bon voilà, je ne connais pas en énergie, c'est pas ma partie, puisque je suis spécialisée. Mais j'y crois, je ne sais pas la pratiquer. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, et ça en France, ça ne peut pas se faire. Donc ça m'a permis d'évoluer déjà dans ce que je faisais, au niveau de satisfaction professionnelle. Et puis au niveau social, évidemment, comme dès mon enfance, je supportais assez mal de voir les gens souffrir, très mal. On a malheureusement l'occasion de continuer à essayer un petit peu dans cet apport qui est demandé d'être un petit peu aidé, parce que quelqu'un qui est malade se sent souvent en état de faiblesse, ne se sent pas. Et je trouve que les soutenir, c'était important pour moi. Je ne savais pas jusqu'où j'irais au niveau guérison, mais les soutenir dans leur globalité, c'était important pour moi parce que je sentais que c'était important. Et il y avait une synchronicité entre la personne que je soignais et moi, et ceci a fait que ça m'a encouragée dans 80 ans à continuer encore et à apprendre, surtout, parce que je suis un éternel chercheur. Voilà, un petit peu chercheur de tout. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une petite relève là, qui commence à prendre un peu la suite par rapport donc, à ce genre de, on va dire, d'idées au sens large, hein, ça ne doit pas être forcément avec le même cheminement, mais on va dire par rapport à l'horizon dans lequel vous vous inscrivez. Depuis quand même quelques années, 10-20 ans, quand même, ça a commencé petit à petit à s'ouvrir. Vous voyez, autrefois l'acupuncture était complètement rejetée, après la sécurité sociale en France, si on parle de la France, rembourse une miette, parce que c'est tout un cheminement thérapeutique, tout un véritable diagnostic, il faut qu'on bien compris, il faut qu'on puisse le faire dans la médecine. Donc c'est pas 3 minutes qu'on va passer à faire. C'est tout un cheminement de consultation. Et ça, en Europe, on ne l'a pas compris comme consultation, on l'a compris comme acte purement technique, ça veut dire que vous faites une piqûre. C'est remboursé. Les acupuncteurs qui se sont réunis quand même après en France n'ont pas accepté cette chose-là, parce que c'était dévier la méthode même, si on peut appeler sa méthode, c'est au-delà d'une méthode, c'est une véritable façon de voir, soigner l'autre dans sa globalité, réduire comme un acte purement technique, chose qui, la technique y est, puisqu'on fait même l'anesthésie par acupuncture, mais au-delà de ça, il y a bien autre chose. Donc c'est vraiment une véritable consultation, puisque en général, ça va souvent de la lumière. Donc c'est très peu prescrit. Au niveau du chiffre clé de l'acte purement technique en piqûre, considéré l'acupuncture comme une piqûre, alors que n'est pas une piqûre. En fait, c'est un peu le problème, hein, vous avez pointé tout à l'heure, c'est un peu en fait un certain réductionnisme, hein, dans le sens que l'approche en fait de la médecine chinoise est très holistique ou très globale,
puis en fait, en contact avec cette approche plus moderne, on en arrive finalement à réduire et à couper un peu tous ces aspects plus vastes en fait. Donc dans la nomenclature, c'est effectivement reconnu, on ne peut pas dire que c'est pas reconnu, donc on peut appeler ça un progrès. Je pense que le plus grand progrès qui a été fait, c'est à l'hôpital Necker, où on a quand même pu visualiser les trajets d'acupuncture. Mettons le méridien qu'on appelle le méridien du Rhin par-dessous la plante des pieds, et qui fait un certain trajet, et cette visualisation leur a montré, grâce donc à la technique moderne, la science, effectivement, en dehors des veines, des nerfs, on pouvait photographier un certain trajet qu'on appelle les méridiens, ou des nadianes, des énergies qui effectivement passent, sont là, et on pourrait le comparer un petit peu aux aiguilleurs du ciel, où on vous dira il n'y a pas de route dans le ciel pour les avions, puisque le ciel n'est pas goudronné. Et si on enlève les aiguilleurs du ciel, les avions, parce que quand même sont là. Je trouvais que c'est quelque chose qui peut arriver à faire, peut-être comprendre un petit peu comment ça peut se passer au niveau du corps. Parce que nous avons des routes qui existent, comme dans le ciel, dans les avions. Notre corps, il y a des trajets qui ont été codés, puisque il y a des plages, on a des mannequins, on a des repères quand même. Mais à travers tout ça, on sait que il n'y a pas un endroit de notre corps qui a la moindre cellule dans notre réponse. Alors, curiosité, là je ne sais pas pourquoi me vient cette question. Vous disiez tout à fait au début de l'interview qu'en fait vous avez réalisé plus ou moins vers les 70 ans que c'était votre rêve d'enfant finalement qui avait commencé à se mettre en forme dans votre vie. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que dans votre rêve d'enfant, il y avait aussi déjà cette comment dire, cette expectative que ça pouvait s'ouvrir à tel point, dans le sens que ça entraîne d'autres manières même de soigner que ce que vous pensiez, peut-être que vous connaissiez au départ, que ça puisse vous mener comme ça dans d'autres cultures, que ce soit à travers la médecine avec la Chine, puis après en Inde. Est-ce qu'il y avait déjà aussi quelque chose comme ça, ou est-ce que ça c'était un peu la surprise à 70 ans où vous dites ah ben finalement le rêve il s'est réalisé, mais avec... Je vous répondais oui et non. Oui, parce que je pense que ce qu'on pourrait appeler instinctivement, non intellectualisé, je le ressentais. Parce que maman, je ne parle toujours de la guerre, puisque heureusement c'était la guerre de 40, et l'Italie en 32, les voisines étaient malades et on me disait mais qu'est-ce que tu t'en vas toujours? D'abord ça ne se fait pas. Un enfant ne va pas voir quelqu'un de malade. Et en plus tu pars de la maison, tu ne demandes pas la permission. Pourquoi tu passes des heures avec cette personne? Je me rappelle sur une personne qui avait ce qu'on appelle une maladie du cœur, qui était donnée par une angine à ce moment-là qu'on appelait la maladie de Gouzeau, c'est-à-dire qu'un microbe qui attrape par une angine mal soignée sur le cœur. On disait l'expression ça lèche les articulations et ça mord le cœur, c'est à quel point. Et cette personne de 25-26 ans qui était malade à solide, je voyais toute seule, elle était au rez-de-chaussée, j'étais souvent descendue dans les maison. Bon, allez, il ne faut pas chercher Monique, il ne faut pas chercher Monique, elle est encore, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bon pour toi, c'est pas sain pour toi, tu fais quelque chose de... Même à la limite, bon, ça ne me culpabilisait pas du tout, mais ça aurait pu. Enfin, j'étais grondée pour ça. Et puis quand il y avait une autre personne qui était malade, j'étais... Voilà. Et puis les animaux, c'était pareil. Je pense que si les animaux, je ne supporte pas. Même ici à Pondichéry, quand je vois les chiens des rues là, qui sont pelés, malades, galeux, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour eux. Alors ça c'est une autre question que moi je me pose parfois avec des amis, vous, des personnes qui sont très empathiques en fait par rapport à la souffrance qu'il y a autour d'eux. Ils disaient moi la souffrance je n'aime pas et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie que les autres souffrent. Mais comment est-ce que vous arrivez justement
à vivre, à partager cette souffrance tout en essayant en fait d'y apporter peut-être certains adoucissements. Ça doit être très dur aussi parfois, enfin, à la longue, de passer une vie en fait qui confronte continuellement à ce genre de situation. Oui, il y a des moments en fait, de fatigue physique, parce que la mécanique physique, énergétique, émotionnelle est là. Il faut partir de 3 dimensions, sur les thérapeutes, surtout sur les thérapeutes. On a les 3 dimensions qui continuent, bon, on a des moments de fatigue, mais je pense que si ce n'est pas vécu en tant que d'abord travail forcé, premièrement, puisque c'est un choix de révocation, parce que c'est à la mode, mais bon, je passe pas à ce moment-là, quand je suis en face de la personne, à la souffrance elle-même. Je pense qu'une chose, c'est qu'elle va aller mieux et que moi je peux rien faire, je suis qu'un canal qui peut aider l'autre à réveiller son moi guérisseur, et ça c'est extrêmement important. Et ça, je pense que chez les animaux, comme ils n'ont pas un mental intellectualisé comme nous, les guérisons, que l'animal arrive à se soigner lui-même, va beaucoup plus vite parce qu'il intellectualise pas. Et ça, je pense qu'on passe un cap très important par rapport. Malheureusement, nous faisons une médecine vétérinaire au sens bon et pas au sens global. Je voudrais aussi amener la médecine vétérinaire à la globalité. On a des livres, j'ai des collègues qui sont spécialisés dans l'homéopathie pour les animaux, et ça marche bien. Encore dernièrement, je m'étais inscrit à un stage d'ostéopathie équine pour les chevaux, parce que ce que j'ai trouvé de bien par ce vétérinaire, c'est qu'il a marqué dans ses cours de faire ostéopathie classique et fluidique. Alors, voir d'un vétérinaire un programme d'ostéopathie fluidique, c'est très intéressant de voir justement l'application de l'ostéopathie chez un animal. Et moi, c'est pas un animal, mais des personnes que j'ai l'occasion de soigner en pleine campagne qui me font confiance comme ça, parce que pour des raisons. Donc l'influence, c'est tous les gars qui viennent avec confiance, comme on appelle, qui viennent à toute ouverture. On pourra appeler ce qu'on appelle des miracles, hein, parce que ça va très vite au moment. On a des réponses, quelqu'un qui reçoit 35 kilos sur les pieds, au bout de 2 jours, il n'a plus de trauma, c'est inexplicable. Nous, on explique, on ne peut pas expliquer, en tous les cas, je l'ai vécu. Par contre, plus il y a d'émotionnel à l'appui, plus il y a d'intellect, plus c'est difficile de faire passer spontanément ce moi guérisseur pour qu'il se mette en marche, parce qu'il est toujours barré par certaines énergies de défense. Nous écoutons évoquer le terme, hein, le moi guérisseur, et puis ne faisant pas vraiment la distinction, on va dire, entre les humains et les animaux. On posait la question, est-ce que pour vous, le fait de soigner ou de guérir, est-ce que finalement, c'est pas un écho, on va dire, à une sensibilité à la vie, que la vie puisse s'exprimer. Oui, exactement. C'est donner une fluidité naturelle à cette première cellule qui, quand même, en se dédoublant, a fini par donner avec les métamères un être constitué, un être humain. Avec la première respiration sur Terre de l'intérieur et après un fonctionnement qui s'appelle la vie. Et la même personne, justement physique, qui est constituée, qui est là, qui passe un souffle de vie, on l'appelle l'Ibula. Le jour où il a plus ce souffle de vie, ben c'est ce qu'on appelle communément la mort. Donc, elle s'exprime, cette énergie, par une concrétisation par la matière, qui sont les organes, qui sont le fonctionnement des organes. Ce fonctionnement d'organes, s'il n'est pas animé par la vie aussi en excès ou en vide, c'est ce qu'on appelle un corps.
Et après, ça descend sous un nom, beaucoup plus connu, peut-être ou un génie, la réalité, si on a cet équilibre énergétique de ce vital, à ce moment-là, ben, nous attendons tout simplement. Et le jour où le vital se détraque, voilà, les organes s'arrêtent. Peut-être sur cette idée, donc là on a ouvert vers la question plus vaste de la vie. Hein. Donc est-ce que vous auriez pour les jeunes, soit médecins ou des gens qui sont sensibles à cette idée de soigner ou de partager avec les autres un adoucissement au moins des souffrances, voire qu'est-ce que votre expérience de vie ou votre itinéraire vous donne envie de partager? Si vous devrez dire là en quelques mots pour des jeunes qui veulent se lancer maintenant, peut-être pas, je dirais en tant que carrière pour faire de l'argent, hein, mais dans le sens un peu d'une vocation. Alors quels seraient peut-être des petits conseils sur la route ou des expériences que vous aimeriez partager avec eux? Ben, d'abord l'importance de l'écoute. Première consultation, c'est déjà de savoir écouter. Ensuite, si possible, d'entendre. Et puis ensuite, de partager. Et les mots, c'est la chose la plus difficile à manipuler. Parce que là, entre ce qu'on dit et ce qu'on voudrait que l'autre entende dans ce qu'on dit, c'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'une des voies que je préconise le plus, c'est la voie du toucher. Ça veut dire que par le massage, même par simplement toucher, simplement on peut faire passer beaucoup de messages. Donc leur apprendre ça, je me suis aperçue à travers les élèves, notamment ceux qui étaient médecins, ils n'avaient pas du tout le sens du toucher. Même là, les auscultations, se faisaient les communs, etc., qui avaient eu cette approche. Je pense que ça, c'est primordial. Leur apprendre que s'ils ne savaient pas quoi faire, ben, à travers le toucher qui est en acupuncture, enfin en médecine énergétique, c'est plus large comme mot, c'est la voie du cœur, c'est la voie de la compassion, c'est la voie de l'aide qu'on essaie de donner, la réponse à l'autre, en fait. C'est une synchronicité, on pourra dire, dans la personne qui est normale, qui essaie de l'aider. Alors, vous ne pouvez jamais être dans le faux si vous donnez un peu de bienveillance à l'autre. On va dire le mot amour, mais comme il a été tellement galvaudé ce mot-là, on a envie de l'employer, je dirais compassion. Je pense que rien que ça, la personne va déjà mieux. Je me rappelle dans le temps, le ministre en France qui avait attrapé la typhoïde il y a de ça pas mal d'années. Il était juste au départ des antibiotiques et il me disait, bon ben, le fait que vous passiez la perfusion, le fait que vous m'ayez piqué, que vous m'ayez parlé, ma fièvre est déjà tombée. Je disais, mais c'est oui. Moi, intérieurement, quand je sortais de ma faculté, je disais, bon, d'accord, il y a déjà... Mais en fait, ce que je lui apportais, c'est que d'abord, je disais l'ordonnance du spécialiste en détail, je prenais un peu de temps pour aussi. En fait, je rentrais dans la souffrance un peu de l'autre quelque part. Je ne souffrais pas, mais je comprenais, j'essayais de comprendre. Et c'est bien longtemps après que je dis bien, en fait, je lui ai pris un tube pour ça devait être la fièvre qui le faisait délirer, me dire ça. Mais en fait, il le ressentait vraiment. Tout au long de ma carrière, je me suis aperçue quand même. Bon, ben, il y avait quand même des retours de synchronicité dans les guérisons. Donc, ce que j'apprends aux jeunes là, c'est au moins
si vous n'avez pas de technique, vous avez la bienveillance, la compassion, l'amour, au vrai sens du terme, tout ça vous donnez à juste titre. En laissant surtout la liberté à l'autre du choix. Ça c'est ce que je dois travailler, c'est-à-dire qu'on veut toujours guérir et accepter que pour une raison X, ce n'est pas la guérison, voire des issues, des transitions que les personnes ont choisies dans ce vital pour des raisons X qui nous échappent. Ben, on doit terminer, même chez des personnes jeunes, il faut l'accepter. Et ça, quand on veut soulager, guérir, c'est très difficile. C'est un gros travail à faire sur soi d'accepter l'inacceptable. Ben, merci beaucoup Monique pour... Merci à vous de vous intéresser à cette médecine très élargie. Et pour moi, la vraie médecine, elle est réunissante toute, d'ailleurs. Ça fait partie de tout. Oui, je crois vraiment aussi au-delà, vous l'avez dit à la fin, au-delà des médecines ou des techniques particulières, c'est les êtres humains qui sont beaux, voilà. Et c'est eux qui portent quelque chose. Exactement. Et qui, si c'est animé par, vous avez mis le terme de compassion ou quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ce beau moment. Donc j'espère que ceux qui vont le regarder aussi vont être inspirés. Donc même ceux qui ne sont pas forcément docteurs ou quoi que ce soit, qui pourront mettre un peu de compassion et d'écoute comme ça. Absolument. Que ça, mais c'est une grande aide. Et on a tous besoin les uns des autres, quel qu'on soit, parce qu'on est tous reliés par le lien. Merci. Merci à vous.